Alors on va continuer sur le sujet du management de l'innovation et le sujet de l'innovation évidemment. Et je vous propose de recevoir donc cet après-midi les représentantes du collectif Impact, donc l'innovation par et pour les acteurs de la santé, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Je vais vous laisser vous présenter. Armelle, je t'en prie, je t'ai déjà présenté juste avant. Puis... Armelle Lyon, je suis la directrice de l'innovation des Hospices Civils de Lyon. Je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà vu juste après, mais j'essaierai de dire des choses nouvelles. Bonjour à tous, je suis Julie Valette, je suis directrice de la transformation, de l'innovation et du développement durable pour les hôpitaux Paris-Saint-Joseph et Marine-la-Longue. Bonjour à tous, je suis Palmire Roy, responsable d'un tiers d'expérimentation MindLink au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Bonjour, et moi c'est Mathilde de Gabory, je suis directrice de la transformation numérique et de l'innovation aux hôpitaux de Paris, donc à PHP. Merci à toutes les quatre. Peut-être, Julie, je te propose que tu nous expliques un peu ce qu'est le collectif Impact, pourquoi vous l'avez créé et quel est son objectif. Eh bien, je vais tout de suite donner la parole moi-même à Armelle et Mathilde qui ont eu cette initiative. Moi, je les ai rejoints assez rapidement. Mais peut-être vous nous rappelez un petit peu le début de cette histoire. Alors, c'est vrai que en fait, ça commence à dater puisque c'était début 2020, je crois. On a été contacté par Mathilde de Gabory qui disait dans le cadre d'un tour de France des innovations, des établissements qui structurent leur innovation. Ils avaient repéré différents établissements et on a été sollicité pour organiser la mise en scène de ce qu'il y avait d'innovant aux HCL. On les a reçus bien volontiers et en fait, en faisant intervenir les uns les autres. Alors à l'époque, il n'y avait pas de direction de l'innovation, il y avait une direction de la recherche clinique et de l'innovation aux HCL comme l'AP, comme partout. Mais en faisant cet exercice de mise en valeur de tout ce qu'il y avait d'innovant dans notre établissement et surtout en voyant les échanges qu'on avait, on s'est dit mais en fait on a tellement de choses à se dire et de besoin d'échanger sur la façon de peut-être concevoir l'innovation un peu différemment que l'innovation numérique par un biais très techno des directions des services numériques, l'innovation clinique qui est seulement en lien avec la recherche clinique. En fait, tout ce continuum, tous ces interstices, toutes ces questions qui n'étaient pas posées, toutes ces réflexions sur les métiers, les compétences, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait probablement des problématiques communes à défaut d'avoir des solutions communes. Et puis on se posait aussi la question de savoir mais comment faire comprendre à nos directions générales ce que c'est, ce que ça n'est pas, comment inventer un nouveau modèle. On s'est dit mais restons en contact. Ça a été du contact bilatéral, puis après avec d'autres on était en contact et on s'est dit mais est-ce qu'on se mettrait pas un peu tous ensemble, genre communauté de pratique, où on essayait de créer un environnement de partage, de bienveillance et d'absence totale de concurrence. Et quand on vient des environnements CHU ou des environnements de la recherche, on sait que c'est pas forcément si évident que ça. Donc l'idée c'était d'exister aussi un petit peu en dehors, de pouvoir se poser des questions en toute simplicité, y compris des questions qu'on pouvait pas poser à l'intérieur de nos propres établissements, mais pour préparer des éléments de langage et pour prendre conscience aussi des objets qu'on était... Parce que des fois, c'est en parlant avec les gens qu'on prend conscience des sujets qu'on traite et de la façon de les amener ou de les enrichir ou de les présenter. Donc c'est vraiment né de ça au tout début. Et l'autre gros avantage, c'est moi j'ai été aux HCL parce que à la PHP personne croyait à ce que j'essayais de faire. Et donc je me suis dit si je vais aux HCL et qu'aux HCL ils disent ce qu'il faut faire et ils ont réussi à le mettre en place, moi je vais revenir à l'AP et je vais pouvoir dire bah regardez les HCL ils font ça. Et en fait ça a hyper bien marché. Et il se trouve que les HCL ils m'ont dit mais tu fais déjà tout ça, bah si nous on dit la PHP fait ça, bah en fait nous les HCL on va devenir crédibles. Et donc en fait on s'est rendu compte que on arrivait tous à faire des petits trucs, mais on n'arrivait pas encore à générer de l'engagement et de l'adhésion autour de ce qu'on faisait parce que, en fait, on est un peu des ovnis, on va vous le détailler dans nos organisations. Mais déjà, innovation versus recherche, c'est pas du tout évident. Quand on dit innovation, bah non, c'est pas que numérique. En fait, c'est innovation 360. Ouais, mais t'es pas la DRH, pourquoi tu fais de l'innovation managériale?
le design, là-dedans, c'est l'innovation. C'est pas de l'innovation, on le met où? Et pourquoi tu fais de l'innovation si t'es pas une direction innovation? Et qui t'es pour faire des outils au service des innovateurs intrapreneurs? Et pourquoi tu parles de start-up? Enfin bref, plein de questions où en fait, la force de notre collectif, c'est justement de se dire, bah ok, je suis pas seule à me poser toutes ces questions qui sont hyper importantes. Et en fait, on est même sacrément nombreux à se les poser. Et au début, je pense qu'en 2020, on avait besoin d'additionner un peu nos noms de CHU pour dire, bah ouais, en fait, on est plusieurs à avoir les mêmes difficultés, les mêmes challenges et les mêmes envies. Et progressivement, on se rend compte que, en fait, c'est aussi quelque chose qui nous aide beaucoup à nous transformer de l'intérieur, non plus en disant les autres font comme ci ou comme ça, mais plutôt, en fait, on a réfléchi à plusieurs à ce qui serait bon pour nos organisations. Et ça, je trouve que ça nous apporte beaucoup de valeur. Clairement, moi, je me sentais extrêmement seule à avoir cette vision du management de l'innovation en milieu hospitalier. Et donc, effectivement, alors là, pour le coup, moi, je représente un ESPIC, le premier ESPIC de France, donc les hôpitaux Paris-Saint-Joseph, Marine-la-Longue. Et c'est vrai que rapidement, on s'est retrouvés, donc Mathilde et Armelle, à toujours être dans la même voie. En fait, bah ouais, on partage exactement les mêmes écueils. Et donc moi, mon chemin a été le suivant, c'est ok, on n'est pas compris par les directions générales, on amène une culture du changement, et ben on va trouver un langage commun, on va être un traducteur pour justement toutes les fonctions de l'hôpital, que ce soit effectivement les milieux médicaux, paramédicaux, mais aussi nos fonctions administratives. Et moi, de créer ce collectif et d'en faire partie m'a permis vraiment de me donner de la force et toujours cet espoir de se dire bah, je ne suis pas seule à contre-courant. Il faut savoir que c'est assez récent, hein, le management de l'innovation, c'est un vrai métier avec des compétences. Hein. Il faut savoir qu'il y a une norme AFNOR qui est sortie, 56001, qui elle-même valide les systèmes de management de l'innovation. Donc on n'est pas là en train de parler d'un concept. C'est vraiment un process, il y a des actions, des dispositifs à mettre en place. Maintenant, il faut le faire reconnaître dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé. Vous savez que le milieu de la santé est un secteur assez en retard, on le compare souvent à l'agriculture, mais c'est vrai, il n'a pas encore toutes les voies royales pour se transformer. Et c'est vraiment en cela pourquoi on s'est rassemblés. Palmyre, toi, ton objectif en rejoignant le collectif Impact? Alors c'est un peu différent parce que j'ai rejoint le GHU Paris il y a 1 an, qui a monté il y a 1 an et demi une direction de l'innovation organisationnelle et du partenariat patient. Donc il y a un souhait très fort de la direction générale de structurer l'innovation au sein du GHU. Et il se trouve que le tiers-lieu que je gère s'appuie aussi sur toutes les autres directions du GHU. Mais il y a quand même un besoin encore aujourd'hui de se structurer et de se coordonner les uns avec les autres. Et j'ai rejoint effectivement le collectif pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passait à côté. Et on voit qu'il y a des choses qui se recoupent, des choses qui sont un peu différentes, et pour pouvoir prendre voilà un petit peu du savoir de chacun et composer ensemble. Donc on l'a évoqué, il y avait ce sentiment un peu d'être seul à parler management de l'innovation. Je pense qu'avec Enguerrand, on partage cette opinion. Au fond FHF, on a un peu vécu ça également. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup échangé avec vous. Aujourd'hui, tu l'évoquais, Julie, il y a la norme ISO effectivement qui est sortie l'année dernière. Ça va être des outils structurants qui vont aider à convaincre les directions générales. T'évoquais aussi juste avant, Mathilde, le fait de titiller un peu en disant tiens, il y a l'autre CHU là-bas qui fait ça, pourquoi nous on le fait pas? Finalement, il y a un peu quand même cette notion de mise en concurrence pour mettre en mouvement, et derrière le fait d'essayer de se rejoindre. Est-ce que ça, c'est pas aussi un peu compliqué à gérer? Moi, j'ai jamais senti de concurrence au sein du collectif Impact. Par contre, je me suis sentie outillée pour benchmarker. Là, on est 4, on a 4 organisations complètement différentes sur l'innovation. Je peux peut-être commencer chez nous à PHP, il n'y a pas de direction innovation. L'innovation, en fait, elle est partout. On en a au sein de donc moi, je fais partie de la direction de la stratégie et de la transformation, et j'incarne le pilier innovation au sein de cette direction-là. J'ai évidemment mon homologue à la DSI qui lui fait de l'innovation, mais de l'innovation au sein de la DSI. Évidemment la DRCI. D'ailleurs, la DRCI sont les seuls à avoir le I de innovation. À la PHP, sinon, il n'y a nulle part ailleurs le I de innovation. On a maintenant tous les tiers-lieux d'expérimentation.
etc., etc. Et en fait, nous, la façon dont on a procédé, c'est de dire on n'arrivera pas soit à retirer le I de la DRCI, ça aurait pas de sens, et pour le mettre à part, on n'arrivera pas non plus à créer une direction innovation. Parce que ça, en fait, ça marcherait pas dans la culture APHP. Donc, le choix qu'on a fait, ça a été de se dire, on va créer de la coordination de l'innovation. Donc, on a créé le hub innovation, qui est un peu le point de contact pour tous ceux qui sont perdus sur l'innovation. Donc, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est plutôt le filet de rattrapage. Si quelqu'un ne sait pas quel est son bon interlocuteur et où aller trouver, par exemple, pour une start-up, un terrain d'expérimentation ou de test, pour un entrepreneur de l'AP avec qui aller contractualiser, etc. Et puis aussi, nous, entre directions, comment se partager l'information, se partager les projets, etc. Donc, en fait, nous, ça a été beaucoup plus facile pour moi de dire, vu l'écosystème APHP, notre culture, et vu le benchmark des autres établissements, je pense que chez nous, si on pousse une direction innovation, on n'y arrivera pas. Alors que à Lyon, c'est le chemin que vous avez pris. À Saint-Joseph, encore une autre direction. Mais en fait, finalement, nous, le twist qu'on a trouvé, et ça, je pense que c'est aussi un point sur lequel on va revenir, c'est de dire, à la limite, faites de l'innovation, mais sans dire que vous faites de l'innovation. Parce que l'innovation, le mot innovation crispe encore un peu ou génère un peu de flou. Avec Julie, on a pris le parti de plutôt s'appeler transformation. Alors, c'est pas forcément moins flou que innovation, ça pose d'autres problèmes. Mais en fait, les gens ont moins l'impression que vous voulez vous mettre vous sur le devant de la scène et attirer toutes les paillettes. La transfo, ça s'incarne dans des vrais projets. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir pu montrer les différences entre nos modèles, de pouvoir s'appuyer sur la force de chacun pour pouvoir le plaider en interne. Et du coup, on a trouvé la bonne organisation, je trouve, qui correspond à notre culture d'entreprise. Je pense qu'on peut dire aussi, c'est notre alignement, notre ligne rouge, c'est aussi les méthodes. Les méthodes que l'on porte, c'est les méthodes d'innovation par l'usage. Et ça, c'est encore quelque chose à rentrer dans les compréhensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont ces méthodes? C'est nouveau encore pour l'hôpital. Et c'est là-dessus où on se rejoint et on a les compétences en interne pour apporter ces nouvelles méthodes sur le terrain. Et c'est aussi ça qui nous rejoint, peu importe finalement le nom qui nous différencie. En tout cas, c'est bien la méthode qui est la nôtre, qui est unique et coordonnée. Ce qu'on observe aussi comme mode de fonctionnement, c'est que thématique par thématique, quand on la met sur la table, certains l'ont déjà bien décortiqué, ont pu tester des choses, ont un retour de leur gouvernance ou de leur établissement, d'autres sont plus en train d'y réfléchir, donc on se fait des retours d'expérience. Donc sur une thématique donnée, on apprend tous des choses et ensuite chacun dans son établissement se dit, vu ma culture d'établissement, vu ce qui va passer ou pas passer, je vais proposer pour adresser cette problématique ce type d'organisation. Donc entre nous, c'est toujours beaucoup de collaboration, d'échanges d'idées, d'échanges de modèles, de fiches de poste, enfin je veux dire c'est collaboratif, mais avec la certitude que ça va pas être utilisé en rentrant dans l'établissement pour dire on va plaquer, on va faire exactement pareil ou on va passer devant, mais bien métabolisé parce qu'on sait tous que c'est notre intérêt, ensemble et séparément, c'est tiens comment est-ce que je peux répondre à ce besoin qui est un des besoins d'un processus d'innovation avec les ingrédients que j'ai chez moi et pas en piquant ceux du voisin, parce que si on les pique et qu'on les plaque, de toute façon ça marche pas. En revanche, ça apporte du poids à ce qu'on propose en disant j'ai fait mon benchmark, un benchmark qui se fait en 2 secondes parce qu'on peut envoyer un mail, passer un coup de fil et on sait que des gens crédibles y ont réfléchi, ont dit attention, moi je me suis pris les pieds dans le tapis à cet endroit, fais attention à ça, en revanche ça marche assez bien et donc ça facilite, mais avec une appropriation qui fait qu'on est toujours dans de la bonne articulation, pas de la concurrence. Pour le montage de programmes de formation aussi, on intervient de façon collective parce que le message qu'on porte, c'est il n'y a pas une bonne façon de faire de l'innovation. Il y a une façon professionnelle de faire de l'innovation, des méthodes, des compétences, une forme de prudence et un état d'esprit d'écosystème d'innovation ouverte auquel on est attaché et qu'on essaye d'incarner.
En revanche, donc c'est ce qui permet le partage, mais après chacun joue avec le matériau qu'il a dans son bac à sable et puis on est tous contents quand les autres réussissent et puis on se serre les coudes quand on a eu des revers. Voilà. Enfin, je veux pas donner une impression de bisounours, mais c'est quand même la réalité du fonctionnement. Qu'on a expérimenté depuis plusieurs années et qui nous a permis aussi de nous élargir à d'autres participants au-delà du noyau actuel parce qu'on était au clair sur ce qui marche, ce qu'on veut pas et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se donne à voir un peu plus parce on sait que ce qu'on apporte a une forme de valeur, quoi. Est-ce que dans les mois qui viennent, années qui viennent, on peut envisager aussi ou espérer voir des collaborations interétablissements sur des projets? Alors on a beaucoup vu émerger les projets de tiers-lieux en matière d'innovation. Moi j'ai en tête aussi tous les projets européens ou les projets de recherche qui en général nécessitent la construction de consortiums. Est-ce que ça c'est dans la feuille de route du collectif Impact ou c'est des choses que vous n'avez pas encore réfléchi? On en parle tout de suite ou pas? En fait, on n'est pas du tout fermé, dans le sens où si l'opportunité se présente, je pense que comme le collectif a maintenant, se consolide depuis plusieurs années, en fait, ce sera facile d'y aller. Donc, si ça se présente, je pense qu'on aura même la capacité à répondre assez vite et assez bien. De là à dire qu'on ira le chercher, ça pas forcément. Dans le sens où, encore une fois, on a des organisations de l'innovation qui sont assez différentes dans nos établissements. Et donc, par exemple, chez moi, ça nécessiterait que je me coordonne avec les acteurs du Hub Innovation et les autres directions. Et chez vous, chacune, ce serait encore un peu différent. Mais je pense que c'est justement l'une de nos grandes forces, c'est que là, on a bien sécurisé le pilier formation qu'on va renforcer. On a sécurisé aussi tout un chantier de partage, de réflexion sur des thématiques qu'on a besoin de creuser. Donc, par exemple, on a lancé un groupe de travail sur les indicateurs parce que sur l'évaluation de l'innovation, on a encore beaucoup à faire. Et donc ça, c'est plusieurs personnes de notre collectif ou de nos équipes qui travaillent à alimenter la réflexion. On a un chantier sur les métiers aussi qui est hyper important. Peut-être que tu pourras en dire un mot. Parce que en fait, c'est pas tout d'avoir des chefs de projet innovation dans nos directions, mais encore faut-il que les gens comprennent à quoi ça fait référence, comment est-ce que ça s'insère dans l'écosystème. Et quand on dit métier de l'innovation, justement, quelle différence on fait avec les métiers qui sont plutôt chef de projet, expérience patient ou chef de projet transformation numérique, chef de projet designer. Enfin, il y a plein d'autres métiers où justement ça, on essaie de travailler ensemble à la publication de vraies fiches de poste qui pourraient rentrer dans le référentiel des métiers, alors de la fonction publique, mais pas que. Donc c'est plein de choses comme ça où en fait on sait sur quoi on peut avancer, mais quand les occasions se présentent, là par exemple sur l'intelligence artificielle, on a un gros séminaire entre nous en juillet et l'objectif c'est justement qu'on voit s'il peut y avoir des partenariats à imaginer. Et puis le collectif, il renforce des partenariats. Donc en tant que responsable de tiers-lieux, en fait, en étant en santé mentale, comme les tiers-lieux sont thématisés, on n'est pas beaucoup, donc on travaille déjà ensemble pour pouvoir accompagner des projets communs. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui font aussi partie du collectif Impact et que du coup on travaille ensemble sur des méthodes d'évaluation. Donc ça permet aussi de renforcer ces collectifs qui se croisent à plusieurs endroits. Je voulais juste ajouter aussi quelque chose, c'est que faut bien se rendre compte que ces directions, ces tiers-lieux, tout ça, le management de l'innovation, il n'a pas encore trouvé son modèle économique. Et donc ça aussi, c'est un vrai sujet qu'on travaille dans notre collectif, parce qu'autant la recherche a son modèle avec ses points SIGAP, ses points mairie, on a trouvé ce modèle de financement. Néanmoins, nous, on pense qu'il y a énormément de valeur justement à accompagner les équipes, à accompagner le changement, alors voilà, les accompagner sur cette voie-là. Mais il est très difficile d'avoir un retour sur cet investissement pour des directions générales, par exemple. Donc ça aussi, c'est aussi ce qu'on porte, en tout cas comme voix, qu'on essaye d'amener sur le devant de la scène.
Et du coup, je rebondis parce que l'évaluation, ça me parle évidemment énormément. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aussi ces derniers temps au fonds FHF. Est-ce que l'évaluation de l'impact en fait des innovations qui vont être déployées, donc entre guillemets, si on était côté industriel, on parlerait de ROI, de retour sur investissement. Est-ce qu'on ne peut pas espérer trouver le modèle de financement de l'innovation dans ce ROI? Et je vais aller plus loin, est-ce que grâce à ce collectif impact, on n'a pas le réseau d'établissements qui permettrait aussi de déployer les bonnes pratiques? Et donc, une fois qu'on a démontré qu'une solution, une organisation de mise en place fonctionne ou apporte une certaine efficience à une organisation, est-ce qu'on ne peut pas espérer copier ça et le déployer plus rapidement dans nos autres organisations? On reste dans le monde des bisounours. Hein. Je pense que tu vas devenir porte-parole du collectif Impact parce que tu décris bien ce qu'on a envie de faire. Non, mais effectivement, on est parti d'une démarche sur tous les sujets de croiser nos expériences, les questionnements qu'on a, mais on aimerait aller vers, si on accepte de partager, tiens, tel modèle d'évaluation d'impact semble robuste, essayer de le tester tous ensemble, avoir la capacité à être crédible pour dire que ça, oui, ça fonctionne dans la vraie vie, appliqué à pas seulement des modèles issus des laboratoires, il le faut, mais aussi utilisable dans la vraie vie pour nos vrais projets et qui parlent à nos vraies directions générales pour obtenir de la pérennisation. L'objectif, ce serait qu'on arrive à le faire savoir, connaître, que ce soit alors compatible avec la norme, ça on y est déjà très attentif, mais peut-être aussi un des critères futurs, si on peut avoir un rôle d'influence mais positif sur des futurs indicateurs pour un modèle économique et pas partir sur des indicateurs qui sortiraient de gens qui ne sont pas opérationnels dans le management de l'innovation sur les projets, parce que on est à l'interface entre des produits et services innovants qui cherchent à se faire référencer, à être utilisés pour transformer les systèmes de soins, et avec des usagers finaux qui sont nos professionnels ou nos patients ou leurs aidants, qui eux ont besoin qu'on réponde à leurs besoins. Donc le lieu où se fait l'interface, ce sont les établissements de santé, alors CHU ou CH, ESPIC, français, francophone, parce qu'on n'est pas que des établissements des établissements publics français, pas du tout. On a tout de suite voulu élargir. Il y a aussi le réseau des tiers-lieux. Mais on pense qu'à travers ce prisme de la réalité depuis plusieurs années de l'expérimentation, on a une forme de crédibilité pour tester et suggérer d'utiliser des modèles d'indicateurs qui pourraient être la base de modèles économiques demain. Ouais. Moi, je vais peut-être dire une énormité, mais je crois que je m'en fiche un peu qu'on évalue l'innovation et qu'on arrive à mettre des indicateurs sur l'innovation, parce que je vais pas me battre pour qu'on y arrive. Par contre, je me bats pour que dans mes projets soient évalués et qu'on puisse en mesurer l'impact. Et que là, du coup, on puisse les dupliquer à l'intérieur de l'AP, dans d'autres services ou dans d'autres établissements. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Et que ça s'appelle innovation, design, transfo numérique, transfo je sais pas quoi, ça m'est bien égal. Et à la limite, je trouve que chez moi, en tout cas, c'est plus facile de dire j'évalue mes projets de transfo numérique. En fait, la transfo numérique sans transfo des organisations, ça veut rien dire. Donc forcément, il y a un énorme chantier à coller. Et du coup, transfo des usages. Et du coup, impact patient, aidant, utilisateurs finaux majeurs, etc., etc. Et en fait, je trouve que c'est là où, en tout cas pour moi, c'est plus facile d'essayer de dire je vais évaluer mes projets, parce que ça, dans la culture commune, c'est plus simple de dire on a un projet, on le lance, on l'évalue. Moi, j'ai plus de facilité à dire à mes utilisateurs finaux, il me faut un T0 pour pouvoir comparer après, quand je dis c'est un projet, plutôt que c'est de l'innovation. Parce que quand je dis c'est de l'innovation, tout le monde me dit mais oui, mais moi aussi je fais de l'innovation, moi aussi je veux être dans le truc. Et là, je trouve que ça complexifie vachement l'évaluation. Alors que quand on revient au cœur de pourquoi est-ce qu'on veut évaluer, à quoi ça sert de montrer que ça a un impact et à quoi ça sert de montrer le ROI, et ben, je trouve que là, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, j'ai plutôt pris le parti de, pour l'instant, accumuler mes projets et montrer le ROI de mes projets plutôt que de montrer le ROI de l'innovation. On est d'accord, hein, c'est bien le projet qui est intéressant. Et quand on parle d'évaluation et de mesure,
Moi, j'entends ça a priori et a posteriori, donc en amont et en aval du projet. Évidemment, pour pouvoir montrer l'impact qu'on a eu, il faut pouvoir aussi démontrer d'où on est parti, et donc ça me paraît essentiel. Tu voulais réagir, Arnaud ? J'avais peut-être une autre question. Le collectif Impact, moi, ça m'inspire aussi, et je suis extérieur, je n'ai pas participé aux réunions, je découvre un peu en même temps que vous. Et ça m'inspire mutualisation, et donc pardon. Est-ce qu'on peut envisager aussi, d'aller encore plus loin et en termes de mutualisation? Je pensais aux bonnes pratiques, au-delà des projets, et avoir un peu des points de comparaison entre vous aussi, vraiment aller chercher plus loin, et même en termes de financement, est-ce qu'on peut envisager, pourquoi pas, sur certains points mutualiser, peut-être des fois on a des investissements à faire qui concernent plutôt le système de santé qu'un établissement. Est-ce que c'est aussi ce collectif qui pourrait tendre vers ça, en tout cas? Je sais pas si c'est très clair, mais je ne sais pas si c'est cette mutualisation-là, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas eu de cas d'usage où on a eu besoin, où on s'est posé la question, mais comme le disait Mathilde, si demain l'occasion se venait, je pense qu'il n'y a aucun problème, on ira très facilement. Par contre, une chose est sûre, c'est que nous, on mutualise nos bonnes pratiques entre nous. Et ça, déjà, on les duplique, on les mutualise, on essaye d'en faire un petit peu des guidelines, très humblement, hein, mais au moins, on essaye de faire ça. Donc, dans le collectif, on a 4 groupes de travail. Il y a le groupe qui est sur les fiches métiers. Donc, c'est les référentiels de compétences, en tout cas, qui pensent être le bon pour nous, comme en parlait Armelle. Il y a également le groupe de travail sur les indicateurs, comme on vient de vous le dire. Et puis, il y a aussi cette fameuse boîte à outils où on met tous nos outils de pilotage, de travail, etc. en commun pour mutualiser nos bonnes pratiques. Voilà. Ça, c'est notre groupe de travail. On se rencontre, on est une quinzaine de personnes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment du collectif. Certes, il a été créé donc depuis 2020. On est 15 représentants de CHU ou d'ESPIC ou encore d'antennes francophones avec Transmedtech de Montréal. On a également des rencontres bimensuelles où on est en distanciel et puis on essaye de se retrouver 2 journées par an où là on montre un programme autour de nos problématiques, des échanges qu'on souhaite présenter, où là, comme disait Mathilde, on va faire un grand séminaire autour de l'IA et comment on embarque ce programme au sein de nos hôpitaux, comment on le coordonne. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ta question autour de la mutualisation. Donc j'espère qu'à la fin des 3 jours, on pourra avoir doublé ou triplé le nombre d'établissements. Et là, mettre en place un modèle industriel. Il y en a pas mal qui sont derrière. Oui, c'était ça, pardon, qui me traversait l'esprit. C'est par rapport à la mutualisation, c'est ce que, en fait, aujourd'hui, on voit, et vous l'évoquiez un peu, il y a des différences de culture entre les établissements. On pourrait avoir de l'extérieur le sentiment que certaines choses sont artisanales dans le sens où elles sont propres aux établissements. On le voit encore sur l'exemple de la direction innovation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un levier sur lequel s'appuyer pour essayer de faire monter en compétence tout le monde d'un coup et en quelque sorte avoir une approche industrielle où elle va être beaucoup plus standard? Est-ce que peut-être que la norme aussi, et en général c'est à ça que ça pousse, apporter un certain cadre et du coup limiter en fait ces différences qui peuvent exister entre établissements et potentiellement pour l'innovation favoriser son déploiement, favoriser son accès, parce que si ça devient plus naturel et donc plus évident parce que les pratiques sont les mêmes, est-ce que ça c'est une des vocations du collectif? Je vais passer la parole à Armelle, mais moi je pense qu'il y a 2 leviers pour ça. C'est 1, la formation initiale à l'EHESP, et 2, les financements. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un modèle économique, ça sera difficile de cranter et d'aller plus vite. Je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Julie, c'est-à-dire que l'harmonisation, il ne faut pas parler d'uniformisation parce que de toute façon, on s'adaptera toujours à nos terreaux d'établissement. Hein. Mais la formation initiale et continue à Rennes et aussi dans les différentes professions de santé, parce que finalement,
ça nous facilitera aussi la vie si tous les acteurs dans un établissement sont acculturés à ce qu'on essaye de dire. Les financements, et c'est vrai que le management de l'innovation, c'est pas juste le management individuel de projet. La structuration d'une équipe qui fait du management de l'innovation, c'est un métier, c'est des méthodes, c'est une façon de se structurer, d'accompagner les porteurs, de rendre des comptes. Donc si on pouvait trouver effectivement des financements pour ça, ce serait l'occasion. Et à l'intérieur, décider d'être certifiable, norme ISO, à défaut de se faire vraiment certifier, mais en tout cas être dans l'état d'esprit, structurer les process, ça peut être un des outils de l'harmonisation en termes de vocabulaire. Mais je pense que on est aussi dans la table ronde d'avant, on disait il faut qu'on arrive à avoir des méthodes qui permettent de capter ce qui vient du terrain, et il faut qu'on ait convaincu la direction générale. Nous, on est pile entre les deux. Si on a que une partie, on est vraiment bancal. Donc tout ce qui nous permettra d'harmoniser sur les deux types de publics nous sera facilitant. Mais pour ça, il faut des incitations, il faut des financements et il faut de la formation initiale et continue. C'est aussi des sujets sur lesquels on travaille, notamment la formation. Je reviens juste sur ta question de la mutualisation. Alors, s'il y a des directions innovation ou des ovnis comme nous dans d'autres établissements, effectivement, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. On sera content d'élargir le collectif. Alors, il y a quelques règles à respecter, du style vraiment s'engager, mais bon, comme dans tout collectif. Sur l'autre, il y a un autre volet quand même. Il y a peut-être des start-upers ou enfin des entrepreneurs parmi vous. Pas d'inquiétude non plus. C'est pas parce qu'on a un collectif qui parle de l'innovation que on se dit systématiquement telle start-up, go, vas-y, ça s'est hyper bien passé, ou telle autre, ça s'est très très mal passé. Enfin voilà, chaque établissement continue quand même à vivre sa vie. On a plein d'autres problématiques à traiter que spécifiquement sur telle ou telle start-up. Donc voilà, et puis de toute façon, en tout cas pour les institutions publiques, on reste soumis aux règles de la concurrence classique. Donc c'est plutôt le partage qu'on fait, c'est surtout du partage de comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que j'ai pas un melon comme ça, mais qu'on est quand même hyper essentiel dans nos organisations, parce que vraiment, en fait, on est convaincu de l'apport de la transformation ou de l'innovation, bien sûr, mais en fait, ça apporte tellement de valeur que, comme l'a dit Armelle, ça nécessite juste d'avoir des gens qui sont formés, juste. Et un peu de financement, c'est mieux. Mais si ces méthodes, on arrivait à les faire diffuser largement, qu'on arrivait à former massivement des personnes qui seront capables de faire des relais, en fait, on aurait réussi notre mission en tant que collectif. Et en fait, on en est tellement convaincus que c'est pour ça qu'on s'est structuré en réseau, pour être sûr que ça ait suffisamment de force et que ça puisse aller au-delà de nous. Donc, si j'essaye de résumer, mais vous rebondissez et vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, ce que j'ai retenu, je pense, de cette session, c'est que peu importe votre établissement, comprenez votre culture, comprenez vos différences à vous, et trouvez les équilibres à mettre en place pour pouvoir développer d'abord cette culture d'innovation. Si on revient sur la table ronde d'avant aussi, mettre en place le management qu'il faut et anticiper les recrutements qu'il faut pour pouvoir mettre en place cette innovation. Et puis rejoignez le collectif Impact pour aller benchmarker et puis apprendre des autres, partager vos erreurs, découvrir les erreurs des autres, parce que souvent on a tendance à regarder que les résultats et en fait on oublie tous ceux qui n'ont pas réussi, et alors qu'ils ont peut-être tenté la même chose, mais finalement c'est ces différences de culture qui font que ça n'a peut-être pas marché. Et puis on va aller toquer à la porte du ministre pour lui demander des financements, c'est ça? Où est-il? Il paraît qu'il est passé dans la matinée, je l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience ou pas? Ça vous inspire pas? Bonjour, merci. Charles Dupuis de l'IFUN, merci beaucoup pour votre témoignage. J'avais une question donc autour de vos axes de communication, notamment avec l'écosystème de start-up. Je note que vous êtes un canal de remontée des besoins du terrain. Est-ce que vous avez un axe de communication en particulier avec les start-up
pour justement venir peut-être développer des outils qui vont pouvoir servir vos projets de transformation? Moi, je dirais, je me lance, mais je vous laisse répondre. On n'est pas un canal de lobbying, de solutions, produits ou services. On est un canal de lobbying du fait que le management de l'innovation est essentiel. Et en fait, on en est là. L'étape d'après, ce sera probablement ce que vous décrivez. Mais aujourd'hui, on en est déjà à convaincre sur le fait que c'est nécessaire de structurer la relation avec les startups, de structurer la relation chez nous et de structurer la relation entre les deux. Donc je pense que c'est un chouïa tôt, mais à moyen terme, je pense qu'une fois qu'on sera plus solide, qu'on aura mieux posé nos organisations, qu'elles sont plus reconnues, je pense que complètement. Après, c'est le rôle des tiers-lieux d'expérimentation de pouvoir mettre ça en place. Donc peut-être que des fois c'est fait à l'envers, peut-être qu'il y a une communication qui se fait avec les startups et qu'on essaye aussi en interne de structurer l'innovation. En tout cas, on peut réorienter et orienter vers les bonnes personnes, ça c'est sûr. Merci Guillaume pour ton invitation. Merci à toutes les quatre.